Alors, je suis arrivé au point de la Coubre en 1944 et nous sommes installés aux anciennes positions des soldats russes qui étaient sur le bord de la mer, les Cosaques, parce que les Cosaques, ils sont partis vers la Normandie au mois de juin, juillet. Alors nous avons repris les anciennes positions des Cosaques à la Coubre. Nous sommes restés à peu près 1 mois ou 5 semaines, quelque chose comme cela. Et après, nous avons reçu ordre de nous replier sur Royan. Comment ça se passait dans les blocs? Vous habitiez dans un blocos? Oui, on habitait dans les blocos à peu près à 6 mètres sous terre, qui était assez solide. Mais c'était pas, vous savez, être enfermé dans un bunker, on préfère mieux rester entre les sapins. Hein? Parce que l'air, vous savez, dans les bunkers, c'est humide et c'est pas bien. On dormait dedans la nuit. Et la nourriture? La nourriture était très bon, il faut le dire, très bon, parce qu'on avait quand même un commandant, un capitaine, qui était bien à cheval là-dessus pour qu'on mange bien, et on avait un vieux adjudant-chef, eh ben, il s'occupait bien pour que tout le monde mange comme il faut, et tout le monde buvait comme il faut. Mais attention, on ne buvait pas d'alcool. Hein? On avait des bunkers qui étaient garnis des bouteilles d'eau de Vichy. On avait droit, chacun, à 1 ou 2 bouteilles de l'eau de Vichy tous les jours, pas plus. Alors, quand on pouvait trouver la limonade à la cantine, on buvait un coup de limonade. Mais toute connaissance, on n'avait pas le droit de boire de l'alcool, hein, parce que c'était interdit. Surtout, on n'avait pas 18 ans à ce moment encore. 18 ans, au juste, vous savez, si on veut. Alors, de la Coubre au mois de septembre, on a reçu ordre de nous retirer sur Royan. À Royan, nous sommes installés à Bernon, dans le village de Bernon. Et la ligne de défense, c'était en direction Pousseau, sur les hauteurs. Entre Bernon et Pousseau, il y avait des hauteurs, une ancienne four à chaud. Dans cette four à chaud, ancienne four à chaud, nous nous sommes installés, on a fait notre quartier général dans un haut fourneau, un ancien haut fourneau. On s'est barricadé là-dedans, c'était le commandement. Et les soldats, ils sont enterrés sur la côte en haut, c'est la côte de Bernon-Pousseau, en haut. Ils sont préparés pour une éventuelle attaque défensive. Et là, nous sommes restés jusqu'au 15 avril 1945, jusqu'à la division Leclerc nous venait. Ils nous ont enlevés, fait prisonniers. Alors, pendant la période où vous étiez à Bernon, vous avez connu un certain nombre de petits événements. Rommel est venu dans la région. Oui, mais Rommel est venu dans la région en 1944, ça doit être au mois d'avril, en 1944, avant que les Américains débarquaient en Normandie, Rommel. Il avait un quartier, il a couché 2 nuits à Grand-Auba, à côté de Royan. Il a couché là. En 1944, et dès là, il est parti de Royan, il est parti La Rochelle, direction Normandie. Il a visité tout le mur atlantique. Quand il était au Grand-Auba, vous l'avez vu? Non, parce qu'à ce moment-là, j'étais à La Rochelle, mais j'étais bien au courant, parce que mon commandant, j'étais son adjoint. Hein. Comme ça, vous savez, il fallait bien quelqu'un qui soit à côté de lui. Alors, il m'a mis au courant du tout. J'ai vu tous les papiers secrets, tout sous mes yeux, tous les jours. Hein. Mais ça me regardait pas, mais j'étais au courant. Je ne pouvais pas dire que je ne le savais pas, mais j'étais au courant qu'il avait été là. Et parce que quand il s'est présenté à Bordeaux et à Royan, il venait de l'Afrique du Nord. Parce qu'en Afrique du Nord, vous savez, ça n'allait pas trop bien pour lui.
Il avait perdu toute son armée. Et il est rentré, comme on dit, à la nage en France. Bon, est-ce que vous vous souvenez de l'affaire de Mortagne? Oui, l'affaire des Mortagnes, oh, c'était pas des gâteaux, hein, parce que comme nous sommes arrivés au mois de fin août-septembre à Bernon, et un beau jour, mon commandant m'a dit, c'était un après-midi, vers 3 heures ou 4 heures, il m'a dit, je m'en vais. Je dis, où allez-vous? Mais il me dit, tu viens avec? Mais je dis, où? À Royan? Ben, j'avais l'habitude de l'accompagner à Royan, au bataillon, voir les commandants des bataillons. Mais non, il m'a dit, on va se ravitailler là, on va prendre des ravitaillements pour une journée, 2 jours, et on va aller à Mortagne. J'ai dit, Mortagne, ça se trouve où? Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Mais il m'a dit, on va le voir, on va voir. Mais pour commencer, on va prendre les bateaux au port de Royan. Mais ça se trouve où, Mortagne? Sur La Rochelle? Je ne le savais pas. Alors il m'a expliqué tout ça après. Eh ben, on va aller à Mortagne, on va prendre les bateaux à Royan tout de suite, il nous attend. On va coucher à l'Éverdon. On va débarquer là-bas, on va coucher à l'Éverdon. Et là, demain matin, bonne heure, quand la marée va être bonne, on va prendre les bateaux, on y sera accompagné par 3 ou 4 mouilleurs des mines, vous savez, des vieux chariots qu'ils avaient là, quand même là, qui étaient moitié endommagés. On va monter la Gironde jusque vers Blaye. C'est avant Blaye, il m'a dit, il y a un petit port, et ça s'appelle Mortagne. Et on va essayer de récupérer de la farine. Ben, j'ai dit, comment vous le savez qu'il y a de la farine? Ah ben il m'a dit, il y a un moulin. Et ben, là, attention, il m'a dit, il ne faut pas dormir, parce qu'on est tous seuls là. On était à peu près 60, 80 bonhommes, pas plus. Avec un officier, 4 ou 5 sous-officiers, c'était tout. Alors il fallait qu'on débarque là-bas. Alors la mer n'était pas tout à fait bien. Tout d'un coup, on regarde toujours la côte, sur Mortagne, on voyait Mortagne, mais les marins, ils filaient en direction Blaye, plus haut. Alors le commandant, tout d'un coup, il intervient, il dit, mais vous êtes trompés, Mortagne est déjà passé. Ah, ils se sont rendus compte, parce qu'ils n'étaient pas débourrés, les marins. Ils se sont rendus compte qu'on avait loupé. La rentrée, c'était à un chénal vers Mortagne, on avait loupé. Alors, on est revenu, mais attention, les Français, les maquisards, ils ne dormaient plus. Ils nous attendaient, presque. Parce que j'ai vu les drapeaux tricolores sur la hauteur de Mortagne, là-bas, qui flottaient. Eh bien, j'ai mon commandant, mais ils sont là. Il me dit, non, il m'a dit, ils sont là si on veut, mais on va débarquer. Alors, dans ce petit chenal, pour rentrer au port de Mortagne, c'était très ensableux. Alors, comme notre bateau, il avait un tirant trop bas, on a touché le fond. Et on avait été échoué. Ah ben, il y a bon. Alors, on était échoué. Alors, les marins, les commandants des bateaux, ils étaient bien, ils étaient habiles. Ils nous emmenaient bon port. Alors, on arrive au quai pour débarquer. Tout le monde par terre, le maximum des gars, il fallait s'installer. Et on avançait tout de suite vers le moulin, qui était à, je ne sais pas, peut-être à 100 mètres à gauche de nous, au port de Mortagne. Alors, il y en a qui rentraient dans le moulin pour récupérer la farine, etc. Et nous autres, les commandants et un couple de bonhommes, on avançait pour monter à Mortagne. Vous savez, ça monte sec, là, à Mortagne. Il y a une route qui monte, l'ancienne route, elle grimpait sec. Alors, il avait des armes à monter en haut, le commandant. Alors, il y a un paysan qui arrive avec son petit cheval, avec sa tombereau.
Alors, il a demandé aux paysans s'ils voulaient nous monter les armes en haut, dans la ville de Mortagne. Il a refusé au premier coup. Alors, le commandant, il parlait un peu français. Alors, il a expliqué aux paysans pas mal de choses que je ne comprenais pas. Et il a sorti une liasse de billets de 10 000. Il les a présentés aux paysans. Tout de suite, il a monté les armes en haut, à Mortagne. Jusqu'en haut, à Mortagne. Vous savez, quand on est en haut à Mortagne, par l'ancienne route, il y a la gendarmerie. Ça fait comme une petite place. Là, il y avait en face la gendarmerie nationale. Là, on a déchargé les munitions et tout ça. Et les paysans, il a pris l'arche, je ne sais pas où il est parti. Voyez-vous, comme c'était... Il voulait bien nous monter ça, mais il fallait du fric. Bon, après, ben, c'était pas, on rigolait là, je rigole encore aujourd'hui, mais c'était pas marrant. Parce qu'après la cavalcade commence. Alors, pour commencer, il fallait partir en direction de l'église de Mortagne. Au clocher, à l'église de Mortagne, on mettait 2 gars, des téléphonistes, qui devaient prendre des relais avec Royan, vous savez. On n'a jamais eu la communication avec Royan. Ils avaient tout le matériel nécessaire pour se mettre en rapport avec les commandants de Royan. Il n'y avait jamais une réponse. Alors, les gars, ils ont resté toute la journée dans le clocher avec leurs instruments pour avoir la communication avec Royan. Alors finalement, nous autres, nous sommes partis sur la route qui va à zut, j'ai oublié. Bordeaux? Non, non, pas la route de Bordeaux, c'est... Cause? Pas Causse, là, avant, là. On l'avait dit tout à l'heure. Gémozac. Gémozac, en direction Gémozac. Alors, une fois, on avait été sur la route de Gémozac, en haut. Il y avait une tour, vous savez, comme devant tous les châteaux, les anciennes tours qui signalent les châteaux. Alors, nous sommes arrêtés en bas dans la cuvette. Et le commandant est parti avec 2 ou 3 ou 4 soldats pour voir ce qui se passait dans le tour. Parce que pour lui, ça lui intéressait, il était là pour ça. Alors finalement, moi je restais dans la cuvette à 100, 200 mètres. Finalement, il m'appelle, j'avance. Et dans ces tours-là, j'étais surpris. Il y avait un capitaine français. Nous sommes à Mortagne toujours, c'est le haut-terre devant Mortagne. Mais il fait 15 heures l'après-midi et mon capitaine, il me donne ordre de nous retirer vers le port de Mortagne. Parce que l'eau, la grande marée commence à venir sur Mortagne, il faut penser, il faut réembarquer pour prendre le bateau. Alors voilà, nous voilà partis maintenant. Nous descendons dans la ville de Mortagne. Il n'y a aucun coup de feu est tiré de la part des uns ou des autres. Tout est calme. On descend. Nous sommes arrivés à Mortagne. C'est la petite place des villages où il y avait l'ancienne gendarmerie ou la gendarmerie. Il y a 3 gendarmes de la gendarmerie française qui, mon commandant, fait embarquer. Alors je demande pourquoi. Il me dit, il faut les embarquer, parce que nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Alors les gendarmes, ils en prennent leurs vêtements, et ils nous obéissent, ou plutôt au commandant, et je vois les femmes des gendarmes qui sortent en pleurant. C'était triste à voir, parce qu'ils ne savaient pas où que vont les amener. Alors, une fois les gendarmes, ils descendaient vers le bateau, le port de Mortagne, et j'ai perdu de trace, car je restais avec le commandant, on restait toujours à l'arrière, parce qu'on avait peur qu'il pourrait avoir des surprises
par les maquisards, parce que les maquisards, ils nous suivaient bien. Et on le savait, ils ne vont pas nous faire cadeau aujourd'hui. Alors, les gendarmes, ils sont partis sur les bateaux. Les maquisards, ils étaient sur les hautes terres des Mortagnes. Et nous autres, on était arrivés dans le port des Mortagnes. Eh bien, croyez-moi, hein, ça sifflait de tous les côtés. Et ce n'était pas la fête. Alors, nous sommes partis derrière les moulins, on s'est camouflés, parce que les bateaux qui étaient dans le port, ils étaient sous les feuilles de maquisard. Et ça pleuvait des balles. Ça, je pense encore aujourd'hui, c'était pas marrant. Alors, les soldats qui avaient embarqué les gendarmes et les capitaines français aussi, qui a été fait prisonnier, c'est le Haut-Terre des Mortagnes. Alors, mon capitaine, après, il me demande s'il y a encore d'autres qui sont camouflés dans les ruines, là, des soldats. Je dis, je ne pense pas, parce que j'étais tout à fait le dernier après vous. Bon. Alors, il me dit, maintenant, il faut monter sur le bateau. Et croyez-moi, hein, les balles qui tombaient sur la route, et ça sifflait. Hein. Alors, il me dit, allez, il faut sauter. Alors, je dis, non, je vais vous couvrir. Sautez avant moi. Alors, j'ai pris sa mitraillette et j'ai dit, quand je commence à tirer, vous allez sauter. Alors, il a pris mon carabine, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver, et j'ai couvert par petits coups, par 5 du coup, de temps en temps, pour le couvrir. Alors, une fois il avait sauté dans l'eau, il m'a fait signe, il faut suivre. J'ai dit, non, montez sur le bateau avant. J'ai encore des munitions. J'ai tiré et j'ai vu, il était sur le bateau. Il m'a fait signe de venir. Mais là, moi, vous savez, je n'étais pas fier. J'ai dit, ça y est, hein, c'est la dernière minute qui a sonné. Non, j'avais grande chance, parce qu'à ce moment-là, j'ai débouliné comme une flèche vers les bateaux. Les maquisards, ils ne tiraient pas. Mais qu'est-ce que je rencontre quand j'ai sauté le mur en bas? Il y avait plus d'1 mètre d'eau. Je tombe en plein dans l'eau parce que la marée commence à monter. La marée montait assez vite et je ne savais pas. Je tombais dans l'eau, j'étais mouillé comme un rat. Mais personne ne tirait, les maquisards ne tiraient pas. Alors mon capitaine, il me crie, démerde-toi, démerde-toi. Hein. Mais j'ai dit, oui, mais ils vont tirer. Non, vas-y, vas-y. Alors j'ai pris le cœur dans mes 2 mains et j'étais sur le bateau. Eh bien, vous savez, hein, je pense encore aujourd'hui, on a échappé belle. Alors après, une fois on était sur le bateau, j'ai demandé, allô, la farine, où y en a-t-il de la farine? Il m'a dit, il n'y en a pas un sac à récupérer. Puis j'ai dit, comment ça se fait, puisque c'était prévu? Il y avait l'aspirant de la marine qui nous avait dit qu'il y avait de la farine à récupérer à Mortagne. Il m'a dit, il n'y a rien du tout. Il m'a dit, on s'est fait casser la gueule, c'est tout. Et l'aspirant, il a disparu, il a déserté. Ah, je dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors après, j'ai appris, plus tard, à Royan, quand on était de retour, l'aspirant de la marine, soi-disant, il avait une sœur ou une belle-sœur qui était mariée avec un châtelain, qui était pas loin de là où on était. Bref, les châteaux, il y en a beaucoup là dans la région, là-bas. Mais on avait perdu la trace après. Et moi, vous savez, ça ne me regardait pas. Mais toute connaissance, il avait déserté, il était parti, mais j'étais sûr, certainement, il a dormi dans un lit qui était bien douillé, parce qu'il était certainement chez sa famille. Il nous avait eu. Alors les pertes, pour nous, on avait perdu, je ne les ai pas vus, des morts ou des blessés, mais on avait perdu des prisonniers. Ça, je le suis sûr, parce qu'on avait traîné derrière nous, derrière les dragarmines, on avait traîné une péniche où on devait mettre la farine dedans. Et la péniche n'a pas suivi, parce qu'il n'y avait personne qui était courageux pour attacher la péniche à notre bateau, parce que la péniche n'avait pas de moteur. Alors, quand j'ai regardé, quand nous sommes partis, ils ont gueulé. Forcément, ils voulaient nous suivre, mais ils avaient peur pour sortir de la péniche, les jeunes.
ils ont gueulé. Et j'ai entendu après dire, même plus tard, même ici, aujourd'hui encore, qu'ils étaient faits tous prisonniers, mais je ne les connaissais pas. Ils n'étaient pas de ma compagnie, c'était des gens, des volontaires qui, vous savez, qui veulent toujours monter en grade ou quelque chose comme ça. Et voilà. Mais c'était pas marrant, vous savez. Mais la farine, ça ne nous a pas fait mal aux yeux. Voilà. Alors après ça, la mer était assez haute. Nous sommes sortis du chenal. Nous sommes échoués encore une fois avec notre bateau. Alors les commandants, ils ne pouvaient plus prendre la direction des bateaux, les capitaines des bateaux, la marine. Et il avait reçu une balle dans la gorge. Il était hors de combat, mais il y avait quand même encore les remplaçants, vous savez, des adjoints. Ils ont mis le bateau à flot et on a sorti quand même des Mortagnes. Et je vois encore aujourd'hui flotter les drapeaux tricolores quand nous sommes partis à la Gironde, qui flottaient toujours et nous autres en avions eu un bon coup dans la gueule. Alors nous sommes partis sur Royan et dans la soirée, je ne sais pas quelle heure c'était, on a débarqué au port de Royan et on n'a plus parlé du tout chez nous, puisque c'était loupé, sauf qu'on avait perdu encore des soldats. C'est comme ça, c'est bête la guerre, c'est plutôt con. Pour rien. Voilà. Quand vous étiez à Bernon, oui. en tant que soldat, quelle était votre vie quotidienne de soldat? Vous faisiez quoi? Alors moi, je m'occupais surtout du commandant, voyez-vous. Et quand j'avais fini pour s'occuper des affaires de mon commandant, il y avait, pour commencer, il fallait que je fasse sa piole, etc. Vous le savez, il faut tout faire. Son linge aussi, il fallait que je m'occupe de son linge et tout. Et quand j'avais du temps libre, après, souvent, même la nuit, il me réveillait, il fallait que j'aille à Royan, avec mon collègue qui était là aussi, dans la même pièce où on habitait à côté chez le commandant à Bernon. Parce que souvent, il y avait des courriers qui arrivent, où on ne peut pas le dire par téléphone, où la ligne de téléphone était coupée, ça arrive assez souvent, alors on partait à Royan. Mais vous savez, à Royan, on ne nous a jamais tiré dessus. Hein. Pour moi, on n'a jamais reçu du coup de feu par des maquisards à Royan, ça, c'est pas vrai, jamais. Hein. Même dans la compagnie chez nous, hein, il n'y avait pas de cochonnerie parce que c'était interdit. Hein. Il y avait un commandant, il décidait de tout. Alors nous autres, on devrait quand même exécuter les ordres. Et à Royan, vous savez, quand on allait à Royan, il y avait encore des magasins ouverts. Avant le bombardement des mois de janvier, hein, on pouvait acheter des affaires, on avait de l'argent, vous savez. On achetait tout ce qui n'avait pas de valeur, vous savez, des vêtements surtout pour les femmes. Hein. On achetait ça pour l'envoyer à notre famille en Allemagne, parce qu'on avait le droit d'envoyer de temps en temps un colis, mais pas des vêtements qui étaient volés, hein, ce qui était acheté. Autrement, la poste n'acceptait pas, la Feldpost. C'était strict, parce que si jamais vous rentrez dans une maison et vous volez des affaires, eh bien pour vous, c'était le tribunal militaire. Hein, et attention. Parce que, entre parenthèses, en 1944, quand j'arrive à la Coubre, hein, je parle de moi, on avait des camarades polonais qui étaient avec nous, qui étaient comme nous. Hein. Eh bien, vous savez, souvent, pour faire les malins, on parlait 3-4 mots polonais, vous savez, on s'insultait un peu, vous savez comment ça se passe entre ceux-là, des petits mots, hein, vous savez, pour vexer le camarade. Et bien voilà ce que j'avais fait. Et bien mon commandant, ça lui est venu aux oreilles, il m'a dit, toi aussi tu fais ça? Bon, c'était parti au bataillon, le major, il m'a collé 1 mois des compagnies disciplinaires à la Coubre. Et vous savez, hein, c'était pas des gâteaux. Hein. Là, j'en ai chié et j'en ai pleuré. Parce que pour commencer, j'avais plus de chaussures. Et les sables de la Courbe étaient chauds, très chauds. Marchais pieds nus. Les jours, j'avais 2 grosses boîtes de conserve. Il fallait que j'aille chercher des graviers
devant la pointe. Dans le temps, il y avait des blocos devant la coupe. Aujourd'hui, ils ont disparu. Devant les blocos, on allait chercher des sables qui étaient rouges, qui étaient clairs. J'étais pas tout seul, on était plusieurs là-bas qui étaient à la compagnie disciplinaire. On allait chercher 2 bottes de conserve, des graviers, sur nos bras, jusqu'avec une vieille culotte, une vieille chemisette. On portait ça pour faire construire des fortifications de la Coubre. Mais c'était à peu près à plus d'1 kilomètre de la pointe là-bas, peut-être 1,5 kilomètre, sous le soleil. Hein. Et on avait à manger, pas plus que les autres, mais à boire, vous savez, ça manquait beaucoup, parce qu'on était à la compagnie disciplinaire. La journée finie, il fallait reprendre les chaussures, l'uniforme, les carabines et monter la garde la nuit, devant les blocos. Voilà la punition. On ne dormait pas beaucoup. Souvent, debout, on roupillait contre un sapin, souvent. Et voilà, chose qui était interdite. Mais, question de boisson, comme je vous le dis, on buvait, on mangeait bien, même pour ceux qui travaillaient à la compagnie disciplinaire, mais on était punis. On buvait de l'eau minérale Vichy, on avait droit à 2 bouteilles par jour et par homme. On mangeait bien, ça il faut le dire, parce que le commandant et l'adjudant-chef qui s'occupaient de nous, ils nous soignaient bien, parce que tant qu'il y avait à manger, on nous donnait à manger. Mais si on voulait se saouler, hein, ça n'existait pas. Un verre de vin peut-être, moi je n'aimais pas le vin à ce moment-là, tandis qu'aujourd'hui c'est le contraire. On buvait de la limonade, parce que tant que l'officier est responsable pour le ravitaillement, il trouvait la limonade, quelque chose comme ça, à la tremblade, vous savez, ah ben, il achetait, mais il vendait assez cher aussi, parce qu'une bouteille de limonade dans le temps qui coûtait peut-être 10 francs, il vendait 20 francs à la base. C'était comme ça, c'était pour la compagnie, et voilà. Vous avez connu les gens qui ont été évacués. Vous avez rencontré ces gens-là. Vous avez en 1944. Alors d'abord, je pense qu'en 1944, vous aviez déjà des problèmes de nourriture. Vous commenciez à avoir des problèmes. À la Coubre. Alors, avant le bombardement. Non, il y avait à manger, mais on voyait toujours plus loin. Il fallait toujours faire venir la nourriture, vous savez. Il faut faire venir, parce qu'il fallait toujours une certaine réserve, vous savez. Hein? Mais on ne gaspillait pas. Tout le monde mangeait à sa faim. Mais il faut dire vrai. Hein? Et la nourriture, il y en avait pour tout le monde. Hein? Tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui racontent des bêtises, on crevait de faim, c'est pas vrai. Hein? Je vous parle en 1944. Hein? Alors de là, et de la Coubre, Orient, tout ça, on était installés, on était de retour des montagnes, des montagnes et tout ça. Hein? Bref, on est revenu, ça continue, la vie continue normalement. Alors moi, je m'occupais des capitaines et je faisais des courses au bataillon qu'il fallait faire, même la nuit, avec mon copain. Et quand il y avait quelque chose, ça pétait quelque part, alors il fallait qu'on suive. Parce que quand le commandant s'en allait, il fallait lui suivre, parce qu'il ne pouvait pas aller toute seule.